Les Japonais se sont rendus. Donc, d'une façon pratique, il se trouvait que les prisonniers étaient, avec la capitulation du Japon, étaient libérés. Et c'est quand même passé beaucoup de temps entre la capitulation des Japonais et l'arrivée de la nourriture. L'arrivée de la nourriture et l'arrivée des secours, là, si on veut. Là. Que la guerre finit, mais au niveau des ressources, le Japon, il y en a pas plus. Là. C'est ça. Ils viennent de subir... Ils sont dans la guerre depuis 1937. Il reste plus grand-chose sur l'île, plus les bombardements américains. Oui. Puis en termes pratiques, ce que ça voulait dire pour les Canadiens qui étaient au Japon, pas ceux qui étaient nécessairement à Hong Kong, mais ceux qui étaient au Japon, c'est que là, ils étaient d'une drôle de façon, dans leur esprit, ils se trouvaient plus à risque. Parce que non seulement il fallait préoccuper des soldats, mais il fallait se préoccuper de la population civile. Ils pouvaient pas simplement juste sortir du camp puis... Il aurait pu facilement être lynché. C'est ça, là. Commencer à déambuler les On a gagné. C'est ça, là. Mais rapidement, on voit là que la discipline militaire puis les traditions militaires ont repris le dessus. Là. Ils sont partis d'être des prisonniers de guerre à redevenir des soldats. Et puis tout la façon de faire militaire. Le mécanisme des grades. Exactement. Donc, la discipline, c'est à embarquer. Et puis tout ça, il y a une routine qui s'est faite. Donc, ça s'est fait relativement bien. Puis à Hong Kong, c'était un peu différent dans le sens que Hong Kong, c'est pas au Japon. Hein. Hong Kong, c'est indépendant là, du Japon. Il y a des scènes quand même assez farfelues là, qui se sont produites là-bas. Je parlais de mon ami, M. Doddridge. M. Doddridge, lui, a pas fait le voyage au Japon. M. Doddridge est demeuré à Hong Kong. Mais lors de la libération, surtout qu'ils se sont retrouvés libérés, je l'ai interviewé sur ce sujet-là une couple de fois, puis on a fait un documentaire à CBC, à radio, là-dessus, sur la libération. C'est certain que pour lui, c'était l'un des plus beaux jours de sa vie. Je veux dire, tu te retrouves libéré. Après combien de jours? 44 mois. 44 mois. Pensons-y, c'est 3 ans et demi. Plus de 3 ans et demi. D'incarcération avec des conditions inhumaines pour la majorité du temps. Puis dans son cas, à lui, c'était sa jeunesse. Là. Il avait 19 ans quand il a été pris prisonnier, puis 23. Puis moi, j'ai vu des photos de lui prises à 2 ou 3 mois après sa libération. Là, il a l'air d'un gars de trentaine avancée, jeune quarantaine. Là. Puis il en avait seulement 23. Là. Dans son cas, lui, dans sa façon de le raconter à lui, là, c'est eux qui ont annoncé aux Japonais que la guerre était finie. Là, il était libre de se promener un peu partout à Hong Kong. Il y a certaines scènes où les gars, on peut s'imaginer, mettez-vous à leur place, ça fait 44 mois t'es prisonnier. D'un coup, là, t'es libre. Là. Ça fait qu'il y a eu des excès. Ce fut la fête. Ils se sont retrouvés à un moment donné, lui et un de ses camarades, où il y avait une collection de soldats japonais là, qui étaient en train de rendre leur arme. Puis chaque soldat japonais avait une épée. Une épée, quand même, une épée là, de, je sais pas là... Ce qui peut rappeler un peu un sabre de samouraï. Oui, exactement, avec un étui. Un étui, merci. Un fourreau. Je faisais des signes. Ouais. Puis j'ai une épée de longueur, je parle d'à peu près 1 mètre, peut-être même un peu plus qu'1 mètre. Fait que lui, M. Doddridge et son camarade ont vu la pile d'épée, puis se sont dirigés vers la pile d'épée, puis M. Doddridge en a ramassé. Il en a pris 2. Puis ils se dirigeaient vers la sortie, et puis soldat japonais qui l'a interpellé. M. Doddridge, avec ses 2 épées, se retourne, puis le japonais fait signe. Il faut que tu signes. Ça me prend une signature. Tous ceux qui ont servi dans l'armée verront l'humour là-dedans, là, parce que dans l'armée, il faut que tu signes pour tout. Là. Et puis, ça fait que M. Doddridge, il prend le crayon, puis il signe sur le premier nom qui est venu à l'idée, c'est l'acteur américain Clark Gable. Ça fait qu'il a signé sur le papier. Clark Gable. Et puis, juste pour faire une longue histoire, un petit peu plus longue, il y avait 2 épées. Il en a donné une à un marin américain sur le bateau, sur le chemin de retour, en retour de je sais pas combien de cartons de cigarettes. Là. Il a fait un échange, c'est ça. Fait un deal. Et puis l'autre épée est Annie Richmond, dans le musée militaire de la baie des Chaleurs, posée de façon très évidente. C'est un artefact, on prend beaucoup de fierté dans cet artefact-là. Et puis on lui a donné le nom de l'épée Clark Gable. Oui, effectivement, Clark Gable Sword. Qu'au Japon, il y a peut-être un musée dans lequel il y a le papier signé Clark Gable. Oui, c'est ça. On parle de quelle période pour le retour des soldats canadiens? Ça a pris quand même à peu près 2 semaines, un petit peu plus que 2 semaines.
pour que ceux de Hong Kong, là, dans le cas qui nous concerne, c'était des Américains qui sont arrivés à Hong Kong, un bateau américain. De façon quand même assez rapide, là, ils ont été pris en charge par les services médicaux et tout ça. Et puis... nourriture. Ouais, exactement. Tout le kit, là. Quand même de façon assez rapide. Le corps humain, c'est une machine extraordinaire. Hein? En tout cas, d'après le témoignage de M. Doddridge, une fois rendu à Manille, quelques jours plus tard, là, il se sentait bien. Là. Il se sentait assez bien pour profiter de la vie d'un homme libre. Après 3 ans et demi de détention. À Manille, c'est d'entendre la joie avec laquelle il décrit ses premiers moments de liberté là, à Hong Kong. Il disait que lui, il y avait de la bière. Il dit, il y avait de la bière. Puis c'est d'entendre son... Et puis, il dit, du poulet. Puis là, il dit, du beurre de peanut butter. C'était tellement... C'est juste quasiment le bonheur à l'état pur. Une de ses premières observations, c'était qu'il y avait il dit, on entend de la musique partout. Il dit, puis il y avait un chanteur, il dit, on entendait toujours le même chanteur. Il dit, puis je demandais à quelqu'un, il dit, c'est qui ça, ce chanteur-là? Il dit, Frank Sinatra. Il dit, who the hell is Frank Sinatra? Mais, fait que c'est ça. Ils ont fait escale dans le cas qui nous concerne, ils ont fait escale à Manille. Puis de Manille, ils se sont rendus à San Francisco. Puis de San Francisco, ils se sont rendus à Seattle par train. Puis de Seattle, ils se sont rendus à Victoria. Enfin rendus au Canada. Ah, il doit y avoir une symbolique épouvantable quand tu remets ton pied sur le... Ouais. Même le continent nord-américain ne va pas le faire le même effet que... C'est ça. Il y avait deux Gaspésiens qui étaient sur le pont du bateau lorsqu'ils arrivaient à Victoria. Deux gars qui avaient été prisonniers ensemble pendant 44 mois. Il y avait un des deux prisonniers qui racontait toujours des histoires à l'autre par rapport à sa blonde. Sa blonde. À un point tel que l'autre prisonnier commençait à douter de l'existence de la blonde. T'étais pas trop certain si la blonde existait vraiment, là, mais en tout cas, il arrive sur le quai de Victoria. Le gars qui parlait toujours à sa blonde regarde l'autre, puis il exclama Look, regarde, look, Irene, sa blonde. Oh. était sur le quai. Elle savait enrôler, elle aussi, dans ce qu'elle appelait à l'époque le Canadian Women's Army Corps. Je sais pas s'il y avait un terme français pour ça. Probablement, non. À l'époque, le bilinguisme n'était pas... autre temps. Ouais, c'est ça, autre temps. Autrement. Ouais. Tout ça pour dire qu'elle était là. Elle l'attendait. Ouais, elle se trouvait à être à Victoria. OK, oui. Dans le cadre de ses fonctions. Juste pour boucler la boucle là-dessus. Ils se sont mariés. Ils ont eu des enfants, puis etc. Ils se sont établis dans la région de Métis. OK. Ces gens-là. Wow. À partir de Victoria, rendu à Victoria, évidemment, l'armée étant l'armée, là, c'était la paperasse, beaucoup de paperasse. Et debriefing, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, là, durant leur captivité. Là, c'est là qu'ils ont commencé à écrire les différents affidavits, là, pour les... criminels de guerre. C'est ça, là, pour les instances juridiques, là, qui allaient suivre. Pour des nouveaux uniformes, etc. Encore des tests médicaux. Et puis, on embarque sur le train et on retourne vers chez nous, là. Parce que là, les prisonniers, Hong Kong et Japon, sont pas sur le même navire quand ils reviennent. Non. C'est ça, ils sont séparés. Ouais. Là. Est-ce qu'il y a un moment où ils se rejoignent? C'est ça, à Victoria. OK. À Victoria, là, il y a eu des retrouvailles, là. Pas tous, mais la majorité. Fait que c'est ça. Là, fait que là, ils font le trajet, en fait, en sens contraire. En sens contraire. Puis ils se retrouvent à la maison. Là, ils se retrouvent... Là, nos camarades des Royal Rifles se retrouvent à Montréal. Imaginez la scène. Parce que là, les gars vont mieux, là. En règle générale, c'est certain qu'il y en a beaucoup là-dedans qui souffrent encore de malnutrition. C'est pas tout le monde là, qui est pétant de santé, là. Parce que M. McWhirter était sous la barre des 100 livres à l'œil sur les photos. Là. C'est sûr que ça revient comme quand même dans Fleur de l'âge, là, ça revient rapidement. Exactement. Parce que M. McWhirter, on se rappelle de M. McWhirter, quand même un spécimen physique. C'était un personnage imposant, M. McWhirter. Là. Il dépassait 6 pieds. Là, et on parle de moins de 100 livres à la fin de la détention. Donc, on se retrouve à Montréal. On fait la fête. Un thème récurrent. Ça reste que c'est des Gaspésiens. Et puis, où il y a un groupe de Gaspésiens, généralement, la fête est pas loin. Effectivement, je ne peux te contredire sur ce sujet. Puis dans le concret, là, pour les Gaspésiens, ce que ça a voulu dire, c'est qu'ils se sont retrouvés chez eux, chez nous, juste avant la période des fêtes de 1945. 45.
Et puis, il y a des témoins oculaires, dont ma propre mère. Ma mère a été élevée à New Richmond Station, comme le nom l'indique, juste à côté de la station de train. Son père était marchand général. Elle se souvient de l'arrivée des gars de Hong Kong quand ils sont arrivés à New Richmond. Puis elle se souvient que c'était une scène, l'émotion là, était à son vif, à son apogée. Là. Elle se souvient d'avoir vu des adultes pleurer. Elle se souvient que c'était une scène qui l'a marqué. Elle parle de 75 ans passés. Puis elle s'en souvient là, clairement. Là, capable de nommer Monsieur Untel, était là. Parce que peu importe l'optimisme avec lequel tu étais porté durant la détention, il n'y a pas un moment que tu n'as pas pensé que tu reverrais jamais ta famille. Là. C'est important. Tu étais allé au bout du monde. Tu dis ça fait 30, 40 mois que tu es détenu. Là. C'est sûr que même le plus optimiste, peut-être M. Ross, lui a jamais abandonné, mais les autres, ça doit passer dans l'esprit un moment donné, de dire que j'en reviens. Puis tu vas pas les écrire. Les prisonniers qui étaient en Allemagne, de Dieppe ou même du débarquement de Normandie, il y avait une façon quand même de communiquer avec la famille, de dire je t'en vis. Parce que là, le Japon, il devait avoir aucune forme de communication. Ouais, il y en avait certains qui ont reçu à travers la Croix-Rouge, mais c'est certainement pas de façon aussi efficace que ce qui se produisait là, sur le continent européen. Mais même dans le cas de M. Doddridge, c'est zéro Zéro communication. Il avait reçu aucune nouvelle de ce qui s'avait produit durant sa détention. Ça, tu débarques à la maison, puis là, c'est 3 ans et demi de rattrapage. 4 ans, parce qu'ils avaient plus que ça. Oui, c'est ça. Là, on est rendu à 4 ans. Là. C'est ça, on était à 4 ans. Depuis la dernière permission des 2 semaines de permission avant le déplacement vers la côte ouest. Exactement. Que va-t-il advenir des gardiens de camp? On peut parler d'un... Il y en a un gardien qui vient particulièrement, ou qui vient à l'esprit là, immédiatement. C'est Inoue. Son prénom m'échappe. Là. Kanao Inoue. Kanao Inoue avait un parcours assez particulier. Lui était d'origine japonaise, mais... Natif du Canada. C'est ça. Mais exactement. D'une famille canadienne, mais élevé à Kamloops, la région de Kamloops. En Colombie-Britannique. Qui avait été élevé, comme je disais là, ici au Canada. Comme jeune adulte, avait retourné au Japon. Et puis s'est retrouvé à l'intérieur des rangs de l'armée japonaise. Le hasard a voulu qu'il s'est retrouvé à Hong Kong. Ben, le hasard. Je pense que peut-être son background canadien a joué là-dedans, dans la décision de l'envoyer à Hong Kong. Mais tout ça pour dire qu'il a œuvré, lui, le camp Inoue, a servi comme garde-prison à Hong Kong, qui supervisait les prisonniers canadiens. Comme on pourrait dire là, dans le langage de tous les jours, Inoue avait une crotte sur le cœur par rapport à des sévices que lui avait souffert là, comme jeunesse, là, de racisme envers lui quand il était en Colombie-Britannique. C'est ça. Il y avait des choses à régler là, dans son esprit avec les Canadiens. Donc c'était un garde qui était particulièrement brutal, particulièrement dur du côté psychologique puis du côté physique. Puis c'était un garde que les gens faisaient du mieux là pour l'éviter. Mais lui a été particulièrement brutal jusqu'à un certain point que lui a été trouvé coupable de trahison. Oui, parce il n'a pas été trouvé coupable de crime de guerre. Il a été trouvé coupable de trahison. Et comme il était citoyen canadien, exactement, le Japon pouvait pas le condamner, mais puis parce que c'est ce qui est arrivé. Là, il y a eu une condamnation du Japon à la peine de mort. Puis là, mais il est pas citoyen japonais. Donc c'est le Canada qui avait. Mais comme il avait collaboré avec l'ennemi de façon permanente, parce qu'après 43, il va partir des camps, puis il va se retrouver à la police de Tokyo. OK. Où il va être dans le contre-espionnage. OK. Puis spécifiquement dans la torture des gens qui pensent faire de l'espionnage. Fait que c'est peut-être plus que son idée de vengeance contre les Canadiens, c'est peut-être plus un psychopathe latent, on va dire, que de... Ben, c'est ça. Puis ce serait pas le premier psychopathe à s'intégrer dans l'histoire militaire. Parce que il est vraiment, là, c'est ça, il est sorti en 43, il retourne à Tokyo. OK. Puis il sert avec la police, là, mais il est affecté spécifiquement à la torture, là. Il en fait comme un passe-temps. On peut douter de son équilibre mental. Oui. Et il décédera en 47 à la prison, justement, de Stanley, à Hong Kong, non loin des événements du 25 décembre 1941. Il a été pendu. Et puis, comme M. Doddridge et bien des anciens combattants, des survivants des camps de prisonniers ont dit, j'ai pas versé de larmes quand j'ai reçu la nouvelle de la pendaison de Kamloops Kid. Il y avait même un M. Miller qui... David Miller. Que tu as connu.
Ben, oui. Parce que c'est ça, c'était un des plus vieux des gens qui ont été dans la détention. C'est un témoignage de M. Fabien Sinette qui me parlait de... Il y avait un autre vétéran que M. Sinette ne se souvenait malheureusement pas du nom, puis qui avait été témoigné contre les gardiens de camp. Puis il disait, j'ai réussi à en faire condamner 2. OK. Puis il dit, M. Miller, t'as comme... C'est une bonne journée, là. Ouais. Ah, boy. Monsieur David Miller, c'est une histoire intéressante aussi. Lui, il s'est enrôlé, il avait 40 ans. Il est né en 1900. Père de 3 enfants, s'est enrôlé. Manque d'argent ou limite financière ou... C'est ça. Parce qu'il peut pas à l'âge où ce que tu fais comme je vais aller sauver le monde. C'est plus celui qui avait 15, 16, 17 ans. Ouais, là. c'est ça. L'optimiste naïf. Je pense que dans son cas, puis je veux pas parler pour lui, là, mais en ma possession, j'ai des